Bonsoir et bienvenue au journal du soir de Télé Liban. L'armée libanaise aurait démantelé plus de 90% de l'infrastructure militaire du Hezbollah au sud du fleuve Litani, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël en novembre dernier. Un fait confirmé par le président de la République Joseph Aoun dans un entretien accordé à Sky News Arabiya. Selon l'accord de cessez-le-feu, les combattants du Hezbollah ont quitté la zone, laissant place à un déploiement renforcé de l'armée libanaise et de la force de l'ONU. Il n'y a plus de structure militaire du Hezbollah au sud du Litani, assure une source à l'AFP. Les forces armées ont détruit des tunnels, fermé des routes d'acheminement d'armes et renforcé les contrôles. Objectif, empêcher toute reconstitution de l'arsenal militaire du Hezbollah. Ce démantèlement s'inscrit dans l'application de la résolution 1701 de l'ONU qui appelle au désarmement de tous les groupes armés non étatiques au Liban. Une disposition que le président Joseph Aoun affirme vouloir appliquer dans les conditions appropriées. L'armée dit aussi avoir saisi des dépôts d'armes au nord du Litani sans résistance notable du Hezbollah, tout en affirmant que la question du désarmement complet relève désormais d'un dialogue politique à haut niveau. Sur le plan sécuritaire, une frappe de drone israélien a visé une camionnette de ramassage de ferraille entre les localités de Meis el-Jabal et Blida dans le sud du Liban. L'attaque survenue en pleine journée a été suivie de survols intenses de l'aviation israélienne dans la région. Selon un communiqué du ministère de la Santé, un mort libanais et 2 blessés identifiés comme des ressortissants syriens ont été signalés. L'identité précise des victimes n'a pas été officiellement communiquée. La chaîne 12 israélienne, citant une source sécuritaire, a rapporté que l'armée israélienne avait ciblé et tué un membre du Hezbollah. Une information qui a été également relayée par la radio militaire israélienne qui précise que l'attaque a été menée par un drone de l'armée de l'air dans la région de Meis el-Jabal. Un drone israélien a aussi pris pour cible un second véhicule à Meis el-Jabal, tuant une personne. Toujours selon la chaîne israélienne Channel 12, l'armée israélienne aurait tué un autre agent du Hezbollah lors de ce second raid. Les Émirats arabes unis vont lever l'interdiction faite à leurs ressortissants de se rendre au Liban, une interdiction imposée en 2021 en pleine crise diplomatique entre Beyrouth et les monarchies du Golfe. La décision a été annoncée à l'issue d'une rencontre officielle entre le président Joseph Aoun et son homologue émirati Mohammed Ben Zayed tenue à Abu Dhabi. Les deux pays ont convenu de faciliter les déplacements et de renforcer leur coopération. En 2021, les Émirats avaient suspendu les voyages vers le Liban et rappelé leurs diplomates, en solidarité avec l'Arabie saoudite, suite aux critiques d'un ministre libanais contre la guerre au Yémen. Aujourd'hui, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement annonce l'envoi d'une délégation au Liban pour étudier de potentiels projets d'infrastructure, une autre preuve du rapprochement entre les deux pays. Ce revirement diplomatique s'inscrit dans un mouvement plus large annoncé par l'Arabie saoudite elle-même en mars. En effet, le Liban renoue durablement avec ses anciens partenaires du Golfe. En Syrie, la tension reste extrême après 2 jours de violences meurtrières dans des banlieues de Damas à majorité druze. Le chef spirituel druze, Cheikh Hikmat al-Hajiri, sort de son silence et parle d'une campagne génocidaire contre sa communauté. Les affrontements à Jarabada et Sahdaïa ont fait plus de 75 morts dans de nombreux combattants druzes. Des violences déclenchées, selon Damas, par un message jugé blasphématoire, une version contestée par les responsables religieux locaux. Dans un communiqué, Cheikh al-Hajiri met directement en cause le nouveau pouvoir syrien d'Ahmad al-Sharia, affirmant « Un gouvernement ne tue pas son peuple avec ses propres milices ». Il appelle à une intervention immédiate de la communauté internationale. Des accords de cessez-le-feu temporaires ont été signés entre représentants druzes et autorités, mais la tension reste palpable.
Israël a de son côté menacé d'intervenir militairement si de nouvelles violences visaient les Druzes. Alors que les forces druzes locales se sont mobilisées en urgence, la peur d'un embrasement confessionnel grandit. Les dignitaires religieux mettent en garde contre une marginalisation croissante. Les feux ont atteint les portes de Jérusalem. Après une nuit de lutte acharnée contre les flammes, les routes principales autour de Jérusalem ont été rouvertes, mais les incendies ne sont pas totalement maîtrisés. Le brasier avait forcé l'évacuation de milliers d'habitants, notamment le long de l'autoroute reliant Tel Aviv à Jérusalem. Ce matin, la police a annoncé une reprise progressive de la circulation. 163 équipes de pompiers et 12 avions restent mobilisés. L'armée israélienne a déployé soldats et véhicules pour créer des lignes de défense et empêcher la progression du feu. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré « Nos soldats sont positionnés en appui logistique et en prévention autour de Jérusalem et dans le centre du pays. Au total, 23 personnes ont été soignées. 17 pompiers ont été blessés, dont certains grièvement. Les fortes chaleurs et les rafales de vent ont alimenté les flammes toute la nuit. L'alerte reste en vigueur. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décrété l'urgence nationale et annulé plusieurs festivités de l'indépendance. Face à la menace, la communauté internationale répond présente. Des avions venus de France, d'Espagne, de Croatie, d'Italie et de Roumanie sont arrivés en renfort. Les secours redoutent une reprise des feux si les vents ne faiblissent pas dans les prochaines heures. Un accord historique a été signé à Washington entre les États-Unis et l'Ukraine, un vaste partenariat économique destiné à reconstruire le pays tout en ouvrant aux Américains l'accès à ses ressources naturelles. Un fonds d'investissement commun financé par les deux pays permettra de développer des projets dans les secteurs du gaz, du pétrole et des minerais stratégiques, tout en laissant le contrôle total à l'État ukrainien, selon la ministre de l'économie, Yulia Sviridenko. Celle-ci a souligné, l'État ukrainien décidera quoi et où extraire. Ce partenariat attire des investissements mondiaux. Mais derrière cet accord, des tensions politiques subsistent. Des critiques ont émergé, certains élus américains accusant Donald Trump d'extorsion diplomatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait même refusé une première version du texte en février. Quelques heures après la signature, une frappe de drone russe a touché Odessa, faisant 2 morts et 5 blessés. L'armée russe a visé un quartier résidentiel, détruisant une école, un supermarché et plusieurs habitations. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andrei Lermark, appelle à accélérer la pression diplomatique avec l'aide des États-Unis. Il dénonce le désir de tuer constant de Vladimir Poutine et plaide pour un cessez-le-feu complet. Par ailleurs, une frappe de drone ukrainien a tué au moins 7 personnes et fait 20 blessés dans la ville sous contrôle russe d'Oletchki, dans la région de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine, a affirmé un responsable russe local. À Palerme, en Italie, un congrès international sur la carence en fer a rassemblé des hématologues, cardiologues, gynécologues et nutritionnistes, tous mobilisés autour d'un enjeu de santé publique qui touche des millions de personnes à travers le monde. Pour les organisateurs, le but est clair, renforcer la collaboration entre spécialités et améliorer la prise en charge des patients, un pas de plus vers une meilleure compréhension de l'anémie et des solutions concrètes. La 9e édition du cours international multidisciplinaire sur l'anémie et la déficience en fer se déroule cette année à Palerme, en Italie. Pour la 9e fois consécutive, des experts renommés, issus de diverses spécialités médicales, se réunissent pour présenter et discuter des dernières avancées sur l'anémie et ses traitements. Cet événement constitue un moment clé pour l'échange scientifique et la mise en lumière des progrès dans la lutte contre l'anémie et la déficience en fer à l'échelle mondiale. L'anémie est un problème de santé publique important. Quels sont, selon vous, les défis majeurs de la lutte contre cette maladie et comment, à votre avis, les professionnels de santé peuvent mieux sensibiliser les patients à travers le monde? Probably we have to have campaigns in the different countries. Awareness campaigns. Campaigns. Yes, not only in developing countries, but also maybe in more westernized countries.
Et en note finale, au Liban, le sport est à l'honneur cette semaine. Le Forum accueille la 3e édition du Festival sportif de Beyrouth, un événement devenu incontournable pour les amateurs, les professionnels et les fédérations. Reportage. C'est désormais un rendez-vous incontournable dans le calendrier national. Pour sa 3e édition, le Festival sportif de Beyrouth réunit au Forum des centaines d'acteurs venus de tous les horizons du monde du sport. Le festival sportif de Beyrouth est aujourd'hui considéré comme la plus grande foire du sport au Liban. Il réunit 247 entreprises issues des secteurs du fitness, de la nutrition, de l'équipement et du textile sportif. Une vitrine du sport au Liban. Pendant plusieurs jours, 24 fédérations organisent au Forum des compétitions ou tiennent des stands pour faire découvrir leur discipline. Tous les acteurs du sport se retrouvent ici, sous un même toit, et les recettes de la billetterie sont reversées à un fonds destiné à financer les besoins des athlètes. Au-delà des performances, c'est aussi toute une logistique qui se déploie pour soutenir le tissu sportif libanais. Nous soutenons activement les fédérations et les athlètes, en prenant en charge la logistique, l'installation des équipements et les besoins des arbitres. Aujourd'hui, il n'existe pas de caisse sportive officielle, et le soutien institutionnel est insuffisant. Nous nous engageons à combler ce vide. Un engagement né du terrain, porté par un ancien athlète devenu organisateur. J'ai commencé comme athlète, puis je suis devenu directeur sportif à la Fédération de bras de fer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger le plus grand festival sportif de la région. Clou du festival cette année, la venue de Roberto Carlos, la star du football brésilien. Il est attendu samedi 3 mai. J'invite tous ces fans et les passionnés de foot brésilien à venir nombreux. Les portes ouvriront à midi. Avec ce festival, les organisateurs veulent envoyer un message. Dans un pays en crise, le sport reste un moteur d'unité, de volonté et d'espoir. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci, bonsoir.